Watokofu Timoezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes en direct depuis la régie. Ce soir, dans l'actualité, évidemment, cette première séance plénière de l'année, une séance qui aura mis le feu aux poudres. Plus de précisions au cours de ce journal avec Pierre Bellucci. Ce soir, la rédaction accueille Alicia Ka, représentant de FO Transport. Il reviendra sur la position des transporteurs scolaires qui sont des dommages collatéraux face à la délinquance ici dans le département, évidemment au cours de ce journal. Et le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce jeudi 4 février. La première séance plénière de l'année aura par moments pris des allures de règlement de compte entre élus de la majorité et ceux de l'opposition, entre l'institution de nouvelles taxes et une révision des taux d'octroi de mer repoussés à plusieurs semaines. Les débats ont été houleux. Toutes les explications dans votre journal. Les habitants de Vaïbé ont érigé 3 barrages ce matin dans le village. Ils protestent contre la suspension des transports scolaires entre Passamenti et Vaïbé suite à de nouveaux caillassages hier soir. Le ras-le-bol est aujourd'hui collectif, que ce soit du côté de la population comme des transporteurs. À l'occasion de la semaine du microcrédit, nous sommes partis à la rencontre d'un entrepreneur qui a bénéficié de cette aide pour démarrer son entreprise. Chabir est aujourd'hui installé depuis 5 ans, tandis que son snack possède une clientèle des plus fidèles. Reportage. Et cette première séance plénière de l'année revêtait un caractère capital pour le département. En effet, les élus étaient attendus sur de nombreux sujets avec, en premier lieu, l'octroi de mer. Dans une ambiance où majorité et opposition se sont affrontés sur la plupart des rapports, la séance a parfois pris des allures de règlement de compte, car si tous les rapports ont été adoptés, nombre d'entre eux posent en question quant aux bienfaits qui pourraient en ressortir pour la population. Toutes les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. L'hémicycle Younoussa Bamana a été le théâtre d'un affrontement radical d'idées. En effet, si certains rapports comme ceux concernant le social ont fait l'unanimité, d'autres ont donné lieu à de vifs échanges, même si pour les élus de la majorité, la ligne directrice est désormais très claire. Il faut remplir les caisses du département. On a un plan d'action parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas. C'est vrai que c'est difficile. Moi aussi, je le reconnais. Tout le monde le reconnaît. C'est difficile pour tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a un plan d'action pour développer ce département. Il faut qu'on se mette d'accord. Où est-ce qu'on peut taper? Le gouvernement lui-même, il nous montre que la situation n'est pas aussi facile. Donc aujourd'hui, il faut qu'on voit où on peut gratter pour sauver le département. Parce que les collectivités sont en difficulté, il faut les reconnaître. Du côté de l'opposition, Daniel Zaïdani est monté de nombreuses fois au créneau, notamment en ce qui concerne l'instauration de nouvelles taxes, comme celle sur le bâti au titre de l'année 2016, qui va augmenter de 3%. On ne peut pas aller à Bercy, pleurer, dire que les Mahorais souffrent de l'imposition. On ne peut pas aller à Bercy, dire qu'ils ont mal fait leur boulot au niveau de l'assiette fiscale et que lorsque nous avons la possibilité de réduire cette imposition qui est trop forte parce qu'elle a été mal paramétrée dès le départ, lorsque je constate qu'aujourd'hui, le président, avec sa majorité, ont décidé d'augmenter encore la taxe foncière, je suis abasourdi. C'est incompréhensible l'incohérence politique qui est menée au sein de ce conseil départemental. Daniel Zaïdani va plus loin et s'attaque une nouvelle fois à la politique des élus de la majorité qu'il juge catastrophique et en inadéquation totale avec les intérêts de la population. Cette politique-là va amener le chaos et l'incompréhension auprès des acteurs économiques et auprès de la population. Vous avez pu constater que par 2 reprises, en introduction de séance, je leur ai demandé de retirer ces rapports qui consistaient à mettre des nouvelles taxes au bénéfice justement d'une révision générale des choses. Vous avez vu, ils ont préféré encore une fois taper. Ça veut dire que en plus d'être déterminés à faire mal aux entreprises, à faire mal à la population, ils sont en plus sourds à la souffrance des entreprises et de cette même population. Et le plus paradoxal, c'est de constater que dans le même temps, ils prennent une délibération pour acquérir 5 véhicules, dont une pour le président,
pour un montant de 560 000 €. Comment voulez-vous que la population puisse comprendre que nous la taxons plus pour se payer des véhicules supplémentaires? C'est incompréhensible. Raïssa Andoum, troisième vice-présidente en charge des transports, estime de son côté que le département doit être ambitieux et que ces nouvelles voitures électriques vont dans ce sens. Bien évidemment, aujourd'hui, si on regarde la situation à cet instant T, on pourrait être tenté de se dire que ce n'est peut-être pas le moment opportun pour réaliser ce genre d'investissement. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on a des exigences réglementaires. D'autant plus qu'il est à noter que le déploiement de la voiture électrique sera inscrit dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc nous devons regarder au-delà. Nous devons regarder le développement économique de Mayotte dans son ensemble. Dans le déploiement de cette voiture électrique, il y aura automatiquement une étude d'impact qui va pouvoir nous dire quels sont les bénéfices, quels sont les aspects néfastes de ces dispositifs. Le fossé entre élus de la majorité et ceux de l'opposition se creuse de façon irrémédiable de séance en séance. Quant à la population, il ne lui reste qu'à espérer que les représentants qu'elle a élus sachent véritablement là où ils vont. Et cette séance plénière a débuté par un sujet qui ne cesse de faire la une de l'actualité, l'octroi de mer. S'il n'était pas à l'ordre du jour, il a bel et bien été évoqué, donnant lieu à des échanges musclés entre les élus. Mais le président du conseil départemental a été clair. La révision est envisageable, mais au cas par cas et dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est un sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. C'est Bouhari Bichara, conseillère départementale de Dembéni, qui a mis les pieds dans le plat en accusant Daniel Zaïdani de jouer un double jeu entre les médias et les élus. J'étais étonnée de l'entendre tous ces derniers temps dans les médias, de faire comme si c'est nouveau, comme s'il vient de découvrir qu'on applique cette taxe à Mayotte. Aujourd'hui, c'est vrai, on sait que la situation est aussi difficile pour tout le monde et aussi pour le département. Aussi pour les chefs d'entreprise, on les reconnaît tous. Mais il faut qu'en tant qu'élus, qu'on vienne dialoguer, échanger entre nous et qu'on se mette d'accord sur les mesures à prendre pour l'avenir. Elle appelle donc à la cohésion des élus pour plus d'efficacité. Quant à Daniel Zaïdani, il déplore le manque de réactivité de la majorité face à la détresse des secteurs touchés par la révision des taux d'octroi de mer. Aujourd'hui, je pense que l'exécutif a fait le choix de la solution la plus pire pour régler une situation qui nécessite une réaction immédiate. La souffrance des entrepreneurs, elle est immédiate. Les cessations d'activité des pharmaciens, elle est immédiate. La nécessité de réviser cet octroi de mer aurait dû être immédiate. L'objet visé était d'améliorer la situation. Mais lorsqu'on constate que les choses nous échappent, ne vont pas dans le sens qu'on avait prévu, je pense qu'on ne doit pas attendre pour corriger. Une concertation immédiate, c'est ce que Daniel Zaïdani a proposé aux élus ce matin. Ceci justifie cette révision des taux en affirmant avoir baissé et exonéré quelques produits au bénéfice des commerçants, des grandes surfaces et des producteurs locaux. Pour l'heure, ils annoncent avoir amorcé des discussions avec les acteurs économiques mécontents et déclarent qu'une révision des taux est toujours envisageable. Je comprends les professionnels qui souffrent et je vais leur dire qu'on est de tout cœur avec eux. On connaît la situation du secteur privé à Mayotte. On dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Or, à Mayotte, c'est plutôt le contraire. Donc, c'est déjà un indicateur qui nous montre que les problèmes sont intenses à Mayotte. Le département subit une situation financière très délicate. Ce n'est plus un mystère pour tous les Mahorais. Tout un chacun connaît les difficultés financières que nous subissons. Nous allons essayer de mettre en place un plan d'action pour faire revenir un niveau financier acceptable pour le département. Lors de cette séance plénière, le sujet primordial de l'octroi de mer n'était étonnamment pas à l'ordre du jour et ne devrait l'être que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Beaucoup se demandent si les élus ne jouent pas à la politique de l'autruche, ignorant ainsi la souffrance de toute une population. Et de retour sur le plateau du JTM. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, première séance plénière de l'année. On l'a vu, on l'a bien compris, l'octroi de mer n'était absolument pas à l'ordre du jour, mais c'est un sujet qui a quand même été abordé. Ah oui, première séance plénière, et quelle séance plénière! Alors là, vraiment, c'était du spectacle. On avait l'impression d'assister à une pièce de théâtre, avec comme trame de fond le procès aussi de Daniel Zaïdani. Il y a eu beaucoup d'attaques contre Daniel Zaïdani. C'est vrai qu'il s'exprime beaucoup dans les médias. Il est vraiment entré dans une logique d'opposition envers la politique des élus de la majorité. Alors effectivement, la question de l'octroi de mer, a fait l'objet de discussions dès le début, et aussi d'attaques d'un côté comme de l'autre. On connaît la problématique, on a entendu ce qu'a dit le président du conseil départemental. Il a eu 15 entreprises qui lui ont soumis leurs doléances quant à cette problématique. Il souhaite effectivement au cas par cas les examiner et puis éventuellement faire des adaptations dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, c'est une réaction qui n'a pas du tout plu, notamment dans le BTP, dans les pharmaciens, chez les pharmaciens. Ils l'ont déjà annoncé, ils risquent de se mettre en mouvement à nouveau, et cette fois de manière encore plus, vraiment des actions coup de poing qui vont arriver d'ici les prochains jours, parce que visiblement, le conseil départemental ne compte pas véritablement revenir sur cette délibération du 10 décembre. Donc les secteurs d'activité qui sont fortement touchés par cet octroi de mer ne sont pas d'accord avec les conclusions donc en séance plénière. Ils vont donc avoir des actions comme il s'est passé ces derniers jours. Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ce qu'on a entendu. C'est les messages aussi, ils suivaient en direct, ils étaient informés en direct de ce qui se passait lors de la séance plénière. Ils l'avaient annoncé. S'il n'y avait rien de fait, et en tout cas s'il n'y avait pas des signes positifs, apparemment ils ne considèrent que c'est pas suffisamment positif d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. L'urgence, c'est maintenant. Bien sûr. Et concernant les autres rapports qui, eux, étaient à l'ordre du jour, qu'en est-il ? Alors là justement, là aussi il y a eu beaucoup d'échanges virulents aussi. Alors surtout musclés. Tout à fait, des échanges musclés, surtout sur ces taxes. Daniel Zaïdani, mais il n'a pas été le seul. Il y a aussi eu Chiaboudine Ben Youssouf, il y a aussi Ahmed Atoumani Douchina qui sont montés au créneau, notamment contre l'instauration de nouvelles taxes, qui sont des taxes relativement minimes, il faut le dire, sur la taxe foncière pour le bâti au titre de l'année 2016. Ça équivaut à 0,5 points. C'est très peu, mais lorsqu'on additionne sur le budget des ménages, lorsqu'on y ajoute également une nouvelle taxe qui va arriver sur les billets d'avion, sur les billets également maritimes, 4,50 €, c'est pas grand-chose. Ça va rapporter un peu plus de 800 000 € au département, mais effectivement, ce sont une nouvelle fois les contribuables qui vont être taxés. Donc ça pose problème, ça pose question aussi, notamment pour la taxe foncière, comme le dit Daniel Zaïdani. Maintenant, voilà, il faut espérer que ces élus savent ce qu'ils font. En tout cas, ils ont été élus par la population. Donc il faut se dire qu'ils ont un plan d'action. En tout cas, ils s'y tiennent. Ils veulent remplir les caisses du département. Pour cela, il n'y a pas 50 000 solutions. L'argent ne va pas tomber du ciel. Donc à partir de là, ils taxent. Ils créent de nouvelles taxes. Maintenant, effectivement, il va y avoir sûrement des polémiques parce que à côté de ça, on a 5 nouveaux véhicules qui arrivent pour un montant de 560 000 €, des véhicules électriques. Est-ce que c'est vraiment approprié à ce moment-là de leur mandat, j'allais dire. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et je pense que cette première séance plénière va faire couler beaucoup d'encre. Et on y reviendra bien sûr demain matin dans la matinale. Oui. Merci beaucoup Pierre. Merci. Et puis hier soir, on vous l'annonçait, des bus ont une nouvelle fois été caillassés non loin du village de Vaïbé. Un blessé est à déplorer tandis que 2 véhicules de transport scolaire ont fortement été dégradés. La direction de la société Matisse a donc décidé de suspendre le ramassage scolaire sur cette axe jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau réunies pour le transport en toute sécurité des élèves. Suite à l'interruption du service entre Vaïbé et Passamenti, un triple barrage a été érigé sur la route par la population, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre, et c'est un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Lasti Vimenet. C'est une population en colère qui a érigé 3 barrages ce matin à Vaïbé. Les parents d'élèves se plaignent du non-ramassage des enfants par les véhicules de la société Matisse, qui de son côté souhaite que la sécurité soit assurée avant de reprendre le service sur cet axe. En effet, depuis plusieurs semaines, des affrontements ne cessent de se produire entre Passamenti et Vaïbé, qui donnent lieu souvent à des caillassages des bus. Mais selon ses habitants, ce sont les jeunes de Passamenti qui sont à l'origine de tous les problèmes. Itsongo bojana bwana tsawane lera bisiala yakohe à partir de 18h
ndami wa virage de la mort wa bisi ralentissé wa profiter occasion babo wa vutia nyawe mawe babo ta wa pasula shitswa mkini vani ha bloku wa aliomba na vunzia mhono vani wa kodzo wada goni be alhamdulillah c'est grave wa baki wao be moja swafira kodza donc ulawana na twamburdezo hallo wasima baba na wananya na wana rono boramba borarizie vani rifanye are leo wasirina tungutoa pasmenti wa soma na wana watu tani wabaki pia umalagoni leo wasirista ya paredala webo aura shiwe yatu likoli vaibeni wana watu wapare wasome kastambi henjogo choko yons. Ce matin, la gendarmerie est intervenue et a notamment forcé les barrages érigés à Vaïbé. Des bombes lacrymogènes ont été nécessaires pour faire reculer les manifestants. Les militaires ont été quant à eux copieusement caillassés, puis les jets de pierre ont ensuite été dirigés vers la police. Ce père de famille explique ne pas comprendre l'intervention des forces de l'ordre. Tout le temps. Leo wanataka passport wasjimerte waingia da gon vaibeni na sheni wajebubu wanataka da gon meso wajojir tambu itoka balamba vaibendo wafanya na bale passport do warfanyao be intervention wa passport wasfanya ba vaibendo amenya na bale mtu amenya do wanataka passport afera tsomia madhama na watu warengezwa mana zao wadunge zitongo mweteliza lazima wanene. Afin d'éviter que les choses ne s'enveniment, la police a également fermé la route au niveau du rond-point du collège de Passamenti. Le maire de Mamoudzou s'est quant à lui rendu sur place pour tenter de rétablir le calme, mais le problème n'est toujours pas réglé et que ce soit du côté de la population ou des sociétés de transport, la colère gronde. Et à noter qu'en ce moment même, des jeunes à Vaïbé seraient en train de caillasser des voitures gratuitement. Les forces de l'ordre seraient sur place et une bande de jeunes aurait été vue descendant vers Passamenti armés de bâtons, prêts à en découdre. Si vous passez dans la zone, soyez bien évidemment très prudents. Et je vous le disais au début de ce journal, la rédaction accueille Ali Siaka, représentant de FO Transport. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes en plein dans l'actualité. Ce qui s'est passé hier soir se repasse apparemment actuellement, tout de suite. Je recontextualise. Des jeunes auraient caillassé un de vos bus. Un jeune aurait été blessé. Et par la suite, votre direction a pris la décision de suspendre le ramassage scolaire sur cet axe Vaïbé-Passamenti. Alors, ça ne me surprend pas le caillassage parce que c'est pas une première fois ni une deuxième fois, mais on le vit. Hein. Quelle est la position aujourd'hui des transporteurs scolaires face à cette délinquance ? Alors, nous, on n'a pas de solution. Les solutions parviennent de l'État. Aujourd'hui, on sait tous que les parents, exemple que vous venez de montrer, oui. Que les parents c'est eux qui sont derrière ça, parce que il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Au moment où le problème de Passamenti Tsunzu, l'État a construit les écoles à Tsunzu, Kwali. Donc vous pensez donc, que aujourd'hui, ils ont à juste titre, ils ont dit clairement, ils veulent leur établissement pour être. Donc pour nous, ça c'est on déplace le problème. Mais aujourd'hui dans telle situation, nous transporteurs, quel est notre rôle là-dessus? Il y a l'État, donc leur problème, c'est il faut qu'ils gèrent gentiment. Il y a des élus dans leur canton, il y a des élus municipaux, il y a des élus départementaux. C'est à eux d'aller voir avec l'État, de discuter comment en découdre par rapport à telle situation, mais de nous prendre comme des cibles, les salariés, nos bus de matériel. Nous, on ne peut plus. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur d'emprunter cet axe ? Est-ce que vos collègues et vous-même, vous avez peur ? On ne peut plus. On a peur. On a peur, donc on ne peut plus exercer nos métiers dans telle situation.
Donc nous, on se rejoint, en tout cas, Info Transport se rejoint à 100% les mesures qui ont été prises par la direction de Matisse. Et on vient d'apprendre aussi que demain matin, le même scénario que ce matin, le ramassage scolaire n'aura pas lieu sur cet axe. Nous, on est de cette même avis. Nous partageons parce que tant qu'il n'y a pas, moi j'appelle ici, au-delà de parents, on envoie toutes les responsabilités les responsables des parents. Ça c'est juste. Il n'y a pas de photo. On accepte cette responsabilité-là. Mais aussi, il faut que c'est une solution d'empêcher les enfants d'aller à l'école? L'État aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, l'État, c'est à l'État aussi. C'est pas de taxer simplement l'entreprise, mais c'est l'État aussi doit accompagner cette département. Ensuite, les aménagements de tout, les situations. Et ça, ça revient, c'est la responsabilité régalienne de l'État, de la sécurité. Et très rapidement, on a appris également que demain se tiendra une réunion entre la société Matisse et des parents d'élèves. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? On n'attendait pas beaucoup de choses. Tant que, moi je répète, tant que l'État ne prend pas sa responsabilité là-dessus, au-delà de la demande des parents, au-delà de... Les parents, ils fuient leur responsabilité et ils se mettent derrière les jeunes. C'est eux qui poussent les jeunes à faire n'importe quoi. Donc, mais l'État ne doit pas fuir sa responsabilité là-dessus. Donc nous, on n'est plus cible de cette délinquance, de cette dégradation. Un dommage collatéral. Un dommage collatéral. Un dommage collatéral. Donc là, on sait, je vous donne des chiffres, on a une dizaine plus de 10 bus caillassés avec des vitres, plus de 1600, chaque vitre 300 €, 600 €, calculé fois 10, fois 12, c'est l'argent qu'on plonge. Donc il faudrait que l'État aussi reprend sa responsabilité là-dessus. Merci beaucoup Ali Siaka, on se tiendra bien évidemment informé quant à la situation de demain. Merci de votre réaction. Je vous remercie, merci. Et hier soir, les pluies ont inondé plusieurs quartiers de la commune de Mamoudzou. Les habitants de Massimoni ne pouvaient ainsi plus circuler dans leur quartier. Certains propriétaires situés dans des zones à risque sont inquiets et font appel aux autorités pour que des projets d'aménagement soient réalisés. Et ce matin, nous avons fait un état des lieux de la situation avec un géologue mahorais et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat est sans appel. Voyez ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Nzia pia zibushe maji yasivira bonsi ya benzana watamani anakabuka nivomba de yavirao be yasishuka tu bonsi ya para. Femmes et enfants empruntent quotidiennement cette route. Pour eux, malgré plusieurs élections, à chaque candidat, les lots de promesses ne sont pas suivis des faits. Nouriati, propriétaire terrien dans le quartier, ne comprend toujours pas pourquoi elle est contrainte de circuler sur ce genre de chemin. La saison de la pluie comme ça, c'est la saison tellement grave ici à Massimoni parce que nous, tout le monde, on n'arrive pas à descendre, on n'arrive pas à monter. Alors là, il y a des problèmes. Il faut les autorités, il faut les élus de Mayotte qui voient les choses là. Parce que ça, c'est des choses pour des années et des années qu'on a vécu ça avec notre mère, avec notre grand-mère. On avait ça avant. Alors maintenant, Mayotte s'est développé, il faut que quand même les autorités, il faut quand même l'État qui fait quelque chose. Ils veulent tout le temps qu'on allait là-bas voter, on vote, mais il n'y a rien qui est fait. Comme à chaque saison de pluie, les habitants prennent leur mal en patience en attendant que le soleil ressurgisse. Massimoni n'est pas le seul quartier concerné par les inondations de ces derniers jours, car si la municipalité du chef-lieu réalise plusieurs travaux, notamment d'assainissement, beaucoup de résidences restent en proie aux inondations. Ce géologue spécialiste des risques naturels nous en dit plus sur les problèmes rencontrés à Mayotte. Les gens qui sont dans la précarité ici mettent en danger les gens qui sont bien installés en bas. Donc en fait, il faut bien réfléchir à une gestion de l'écoulement pluvial, à une gestion du bassin versant depuis l'amont jusqu'à l'aval. Toute perturbation qui serait faite en amont aura des conséquences en aval. C'est ce qui s'est passé. Voici le type d'installation derrière
Des bangas qui sont construits directement sur le lit de la rivière. Ces constructions de fortune ont une conséquence directe sur les eaux pluviales et donc sur les inondations. Et je vous invite maintenant à faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 4 février. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. La réunion entre la Smart et la CMA-CGM s'est soldée par un échec prévisible, puisque la compagnie maritime refuse de traiter avec un aconnier sans contrat d'occupation portuaire ni agrément. Le conflit au port court toujours, mais un nouveau protagoniste vient de se positionner sur l'échiquier, la Sodifram. C'est par un courrier confidentiel adressé à Swaba Adine Ibrahim Ramadani en décembre dernier que la présidente de la Sodifram, Ersi Volanaki, exprime ses inquiétudes quant aux intentions d'Idanel. Selon ses propos, cette dernière écarterait toutes les propositions de partenariat faites par les autorités administratives pour tendre vers l'exclusivité de toute activité dépendante du port, et ce au détriment de l'intérêt général. En effet, Idanel, à travers les sociétés MCG et Manuport, aurait la maîtrise totale des échanges commerciaux à Mayotte, et dans ce cas, l'égalité de traitement entre les différentes entreprises utilisatrices du port serait très difficile à vérifier. Pour la patronne de la Sodifram, ceci constituerait une infraction à la délégation de services publics dont la Smart serait une victime immédiate, et c'est surtout la paix sociale et l'équilibre économique qui seraient mis en danger. Ce courrier adressé au président du conseil départemental risque donc de relancer le débat lors du prochain conseil portuaire qui se tiendra le 11 février prochain. A noter que de son côté, Idanel laisse jusqu'à demain midi à la direction de la Smart pour accepter un énième et semble-t-il ultime accord. Mansour Kamardine avait fait mention d'un département au bord de la guerre civile lors d'une interview accordée au Figaro. Suite à cela, Alain Juppé a envoyé un courrier au Premier ministre Manuel Valls afin de l'interpeller sur la situation du département. Relatant son récent passage sur l'île en décembre dernier, l'ex-Premier ministre décrit un territoire étranglé par l'immigration en provenance des Comores qui n'est en rien contenu. L'insécurité, les antagonismes qui s'exaspèrent, la prolifération des abris de fortune, les problèmes sanitaires grandissants, des équipes médicales totalement dépassées, la triste réalité est exposée de manière précise et objective. Laissant de côté un territoire au bord de la guerre civile, Alain Juppé va plus loin et redoute des affrontements interethniques à venir. Il demande donc un renforcement sensible et nécessaire des moyens de l'État sur place. L'alarme a été déclenchée au plus haut niveau du pays, mais la question reste posée, sera-t-elle suivie des faits ? L'information circulait depuis quelques semaines, les conditions de travail dans les services de la préfecture seraient véritablement dégradées et la grogne commencerait à se faire entendre. Or, mardi, un agent du secrétariat général aux affaires régionales, disponible, très agréable et vivant à Mayotte depuis de nombreuses années, a tenté de mettre fin à ses jours en absorbant des médicaments sur son lieu de travail. Il a été transporté au centre hospitalier dans un état jugé sérieux. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et l'atmosphère s'est rapidement faite pesante au sein de la représentation de l'État, avec des personnels profondément choqués et émus. Bien évidemment, personne ne souhaite s'exprimer sur ce drame, mais il serait bel et bien question de détérioration des conditions de travail et de surcharge de missions confiées. Et de retour sur le plateau du JTM, Pierre. Ce matin, la matinale de Coésie a complètement été chamboulée en cause de l'actualité, notamment un énorme embouteillage à Tsarano, à l'origine une altercation qui aurait mal tourné. Oui, effectivement, on a un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. On l'a évoqué ce matin lors de la matinale. Alors effectivement, une altercation entre deux personnes qui étaient dans un véhicule. L'une des personnes avait un couteau, elle a attaqué l'autre. Alors apparemment, ce serait un différend. L'autre personne n'était autre qu'un agent de la PAF, de la police aux frontières. Il était armé, il avait son arme de service sur lui. Il a tiré dans la jambe de l'autre individu, qui a été conduit bien entendu au CHM. Donc voilà l'histoire en quelques mots. On n'en sait pas beaucoup plus, en tout cas sur le différend qui oppose les deux individus. Maintenant, effectivement, c'est tirer avec balle réelle sur quelqu'un. Forcément, ça fait beaucoup de bruit. Le procureur s'est emparé de cette affaire. Il va y avoir la gendarmerie nationale avait entamé une enquête. L'enquête est confiée aujourd'hui à l'inspection générale de la police nationale. Le procureur l'a confiée. Donc voilà, on va en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes en état d'urgence, donc on ne sait pas exactement les causes. Il avait le droit d'avoir son arme. Alors oui, son arme, effectivement, son arme de service, oui. Maintenant, est-ce qu'il avait le droit de tirer ? Ça, c'est l'enquête qui en décidera. En état d'urgence, si quelqu'un lui fonçait dessus avec
un couteau, on peut imaginer qu'il était en droit de faire usage de son arme, mais on va suivre cette affaire de très près dans les prochains jours pour voir qu'est-ce que l'enquête révèle exactement. Merci beaucoup Pierre pour ces informations. Et réputé pour ses kebabs, Chabir, gérant d'un snack à Doujani, est l'un des entrepreneurs qui a bénéficié du financement de l'ADI dans le cadre de la semaine du microcrédit qui a débuté ce lundi 1er février. Nous sommes allés à la rencontre de cet entrepreneur qui nous en dit plus sur cet outil de financement ouvert depuis 5 ans maintenant. Le Speed Snack est devenu le lieu incontournable des accros du kebab et de ce restaurateur. Et c'est un portrait signé Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Ces sandwichs et kebabs sont préparés avec amour par ce professionnel et c'est pour cette raison que la majorité des clients sont des fidèles. Au Speed Snack, l'ambiance familiale et chaleureuse est l'une des premières choses que recherche la clientèle. Je pense qu'il a bien raison de s'accrocher parce que j'ai vu le démarrage quand il était de l'autre côté de Doujani. Et là, le changement, on l'a vu, on a vécu ça avec lui. Et que dire que de l'encourager et d'être là. Il y a une ambiance familiale, alors quand on arrive, c'est comme si on était à la maison, on mange assez bien, il est assez accueillant, le couple est accueillant, ils sont assez souriants, donc on mange toujours dans la joie et la bonne humeur. Derrière ses fourneaux, avec sa femme, Chabir accueille toujours ses clients avec le sourire et avec un brin d'humour. Né à Madagascar, il est arrivé à Mayotte avec 2 valises et se trouve aujourd'hui gérant du Speed Snack. Grâce aux aides du microcrédit, en emprunt bancaire, il travaille à son compte depuis maintenant 5 ans et s'est fait un nom dans la restauration locale. Il dit de voir cette réussite à sa femme qu'il a toujours soutenue et aidée. Parti de rien, il se dit chanceux que les portes de l'ADI lui aient été ouvertes. En fait, j'étais parti avec le vieux adage qui dit la bouffe, ça marche toujours. Donc j'ai dit bon, je vais me lancer là-dedans, sachant que je connais rien, mais je dis tiens, on va essayer de voir. Donc je m'étais dit on fait quelque chose à manger, je dis bon, on fait les pizzas. Il y a 5-6 ans, je dis tiens, peut-être les pizzas. Je suis allé faire une formation pour la pizza, mais la pizza, traditionnellement ici à Mayotte, c'était que le soir. Donc je me suis dit dans la journée je veux faire quoi. Donc dans la journée je dis tiens on va faire des kebabs. Et j'étais parti comme ça sur cette idée de kebab, mais sans un sou. Donc il fallait trouver les sous. Alors pour les sous je m'étais un peu renseigné autour, mais comme personne ne me connaissait, c'était compliqué. Donc on va dire les bailleurs de fonds traditionnels, les banques, c'était compliqué. Donc je me suis tourné vers l'ADI et j'étais agréablement surpris. Comme chaque année, l'ADI donne rendez-vous à un large public pour la semaine du microcrédit. Chabir en a bénéficié et représente une preuve qu'il est possible de réussir à Mayotte avec seulement quelques milliers d'euros. Encore faut-il avoir une idée et oser tenter sa chance. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles et cette édition est disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr et sur OM5. Je vous invite à regarder la météo de demain avec Ornella Perrine et ne ratez pas juste après le temps de parole. Mahmoud Aziari, il était l'invité de Patrick Millan. Demain dans la matinale, le grand débat de 7h à 8h. Le débat opposera le sénateur Thani Mohamed Soili et le nouveau président des Républicains Mansour Kamardine. Une matinale qui promet d'être très mouvementée, à ne rater sous aucun prétexte. Je souhaite remercier également toute la rédaction de Kwezi ainsi qu'à Hakim Sandou qui a réalisé ce journal et Ousmane Maëvaben pour le son plateau et radio. Quant à moi, je vous retrouve dès demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. Kwaheri.